Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au mercredi 19 octobre de l'année 2016. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de LCM sur les ondes de City FM pour votre émission Tor est au numéro 90 aujourd'hui. Et c'est grâce à vous que cette émission devient populaire. Vous êtes nombreux à nous suivre partout au Togo, partout dans le monde entier grâce au www.lcftogo.com. Merci à tous nos amis de la diaspora qui nous suivent tout le temps et qui nous font des remarques. Vous nous demandez d'être des fois en tenue traditionnelle. On a écouté vos requêtes. Aujourd'hui, nous sommes habillés traditionnellement. Bonjour, Firmin Tekwagbo. Bonjour, Junior Menounia, merci de m'avoir invité. Alors, sur ce plateau, nous avons Firmin Tekwagbo, il est chroniqueur politique. On sera rejoint de moment dans notre part Justin Anani de Togo Vision. Dans la seconde partie, nous recevons un homme politique, M. Jerry Tama. Il est le président du Net Nouvel Engagement Togolais. Mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 19 octobre 2016, nous démarrons par le journal Le Quotidien Privé Forum de la semaine. Forum qui titre Garage centrale de Lomé, mécontentement de leur rémunération, les chauffeurs crient leur désarroi. Après la signature et l'adoption de la charte de Lomé, les ministres des Transports de la CEDEAO réunis autour du projet du transport maritime Sea-Link. Coopération, convention de délégation entre l'UE et le PNUD pour accompagner le développement au Togo. Nouvelle technologie, le gouvernement ouvre le marché de la fourniture d'accès Internet à la concurrence. Dans les cas également ce matin, le quotidien privé Liberté. Liberté qui cite à sa une des fameuses retombées du sommet sur la sécurité maritime. Les chauffeurs ont manifesté hier au garage central pour réclamer leur rémunération. Crise au car à Boyo-Bolons, ces dernières manœuvres à Pévon dénoncent une honteuse manigance et comptent assumer ses responsabilités. Sécurité maximale pour les hôtes du sommet, de l'urgence d'assurer à présent la sécurité du bétail électoral de Fort Nyasingbe. Focus Info est dans les cœurs également le journal titre Dossier sommet de Lomé, Paris réussi. L'Union africaine adopte une charte historique éducation. Bourse d'études, le gouvernement a dépensé plus de 7 milliards de francs CFA au titre de l'année 2016. Nous avons ce matin encore dans les cœurs avec nous, vous permettez rapidement, le journal L'Alternative de Ferdinand Messa Haïti, les à côté d'un sommet, classouterie sur facturation, réserve des pays, illustros guest à des fort à l'envers. Débat chez Ayassor, 16 ovnis du sommet. Les Africains qui meurent en mer, les grands oubliés fonciers, l'arrêté portant fixation des prix des baux et concessions qui suscite des interrogations. Avec nous également ce matin le médium qui titre Sommet extraordinaire de l'UA à Lomé, Paris réussi pour Fort Nyasingbe. Sommet de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime, des lauriers au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans les kiosques ce matin, l'Indépendant Express confidentiel, OTR Gapéry soupçonné de faire détruire le système d'enregistrement du numéro vert. Frappé par des balles perdues, 14 cadres licenciés de Move optent pour l'agitation. Problématique des assassinats en Afrique. Le MO5 à suivre l'esprit et les idéaux incarnés par Thomas Sankara. Dans l'équipe scolaire, Soja Satom et ASVP ont assuré la rentrée scolaire à Asrama et Sagada. Des mandats et menaces au FNFI, 10 747 prêts, seulement 119 remboursements. La finance inclusive vire à la guerre. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Retour en studio avec l'invité qui est là avec nous pour l'instant, Firmin Tekwagbo. Il sera rejoint de moi à l'autre part, Justin Anani, comme l'avait dit. Rebonjour, Firmin. Rebonjour, Junior Menounia. On va démarrer par le sommet de Lomé. On va parler des conclusions et aussi des suites de ce sommet. Fini le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, c'est à l'heure, nous sommes actuellement à l'heure du bilan. Que dites-vous sur les conclusions de ce sommet, Firmin Tekwagbo? Merci Junior Menounia pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer en ce qui concerne les conclusions et les suites de ce sommet. Moi, je l'ai dit dans mes écrits, c'est une bonne chose pour le Togo d'organiser de telles rencontres parce que ça donne une certaine visibilité à notre pays et surtout pour l'avenir. Vous savez, quand les Occidentaux parlent toujours, ils disent il faut qu'on travaille dur
pour le rayonnement de la France, pour le rayonnement des États-Unis. Donc, du coup, on peut dire que c'est une bonne chose. Mais, et la suite, aujourd'hui, on a signé la charte de Lomé, c'est une très bonne chose. Cette charte prend déjà le nom de Lomé. Mais la suite, c'est ce qui m'intéresse, moi. La suite, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, avec cette charte, si elle arrive à être mise en œuvre de façon profonde, je pense qu'il y aura assez de sécurité sur les côtes. Ça veut dire plus de sécurité, plus de confiance au niveau des sceptiques, de ceux-là qui n'envoyaient pas leur bateau par les ports de Lomé ou par les ports africains. Ça veut dire le port de Lomé, par exemple, pourrait avoir à l'avenir plusieurs bateaux qui pourraient y accoster. C'est une très bonne chose. Donc, ça veut dire, quand on a plus de bateaux, ça veut dire on a plus d'emplois, on a plus une bonne nouvelle pour l'économie africaine, d'une manière ou d'une autre. Mais le problème qui se pose fondamentalement de savoir comment on va faire pour créer cet emploi-là. Quand on prend juste l'exemple du Togo, les filières portuaires n'existent pas dans nos universités. Ça veut dire les étudiants, ils ont les diplômes, mais ils ne sont pas aptes, ils ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Il y a plusieurs emplois qu'on peut créer dans les ports africains, mais il n'y a pas de preneurs. Il n'y a pas de débouchés. Il n'y a pas de débouchés, c'est parce que les gens, il n'y a pas de techniciens en la matière. Donc on a ce problème-là. Donc c'est l'occasion aussi pour les dirigeants africains de revoir ce côté en disant que à l'avenir, on aura plus d'emplois, mais il faudrait-il qu'on ait aussi un personnel important et un personnel qualifié. Des gens ont des diplômes aujourd'hui, des gens ont leur maîtrise, des gens ont leur master. Mais on a beaucoup d'emplois qu'on peut créer ou susceptibles d'être créés dans les ports africains. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui est aussi important, c'est qu'avec ces bateaux-là, on aura beaucoup de marchandises, mais comment ferons-nous pour les écouler facilement? Il faut qu'il y ait derrière un pouvoir d'achat conséquent. Quand il y a des bateaux qui viennent, quand il y a des voitures qui sont au port de Lomé, quand il y a des supermarchés qui s'ouvrent, il faut qu'il y ait une population consommatrice. Ça veut dire simplement qu'il faut revoir le pouvoir d'achat de la population. En Chine, je vous ai dit ici une fois sur cette antenne que les Chinois se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment à l'interne. Donc, le gouvernement chinois a décidé d'augmenter le salaire des fonctionnaires et a obligé la plupart des entreprises à consommer. Et a obligé la population à consommer. À consommer. Donc, à consommer local. À consommer local. Ça veut dire que quand vous avez plus d'argent, la consommation, vous avez un pouvoir d'achat important, la consommation devient importante. Donc il faut que les dirigeants togolais aussi y pensent pour pouvoir revoir le statut des employés au niveau des privés, qu'on revoie les contrats là, à durée déterminée ou à durée indéterminée, pour que ces entreprises-là, s'il faut les subventionner, puissent arriver à augmenter les salaires, pour qu'on puisse avoir un traitement important. Le second aspect. Le dernier aspect. On reviendra bien sûr. Oui. Donc le dernier aspect, avant qu'on ne revienne, parce que je voudrais parler aussi de la pauvreté, qui est aussi une des causes majeures de la piraterie. Vous allez me donner l'occasion aussi, parce que ma chronique que j'ai publiée hier en parle suffisamment. Mais le dernier aspect, c'est au niveau des fonctionnaires. Vous savez, on a l'impression qu'au Togo, on ne paye même pas. Vous avez des gens des diplômes, mais au niveau des fonctionnaires, c'est comme quand vous travaillez dans la fonction publique, c'est comme vous mourrez à petit feu. Il faut qu'on revoie cet aspect. Les salaires sont misérables. Les sont misérables. Les salaires, on ne cessera jamais d'en parler. Les salaires sont misérables. On aura plus de bateaux, on aura plus de marchandises. Il faut une population consommatrice forte. Il faut que le gouvernement togolais revoie le salaire des fonctionnaires. Enfin, il est là, Justin Nani, il est avec nous. Bonjour, Justin. Bonjour, Junior. C'est dommage, hein, oui, vous accusez un retard aussi considérable pour une émission qui passe en direct. Eh bien, là, c'est pas bien. Toutes mes excuses. On espère que ça va se répéter. Donc, après l'émission en vol, on faisait le bilan du sommet sur la sécurité maritime à Lomé. Alors, le sommet s'est achevé. Les conclusions, vous les avez lues, bien sûr. Et alors, quel est le bilan selon vous? Bon, le bilan sur ce sommet, je dis tout de go que ce n'est pas la première fois qu'on a organisé sur le continent africain un sommet sur la sécurité ou la sûreté maritime. Donc on en a déjà connu en juin 2013 au Cameroun. Sauf que là, les documents ont été signés, mais qui ne portent pas le nom de charte, comme cela a été fait à Lomé la fois dernière. Donc moi je dis qu'au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà de tout ce qui a été annoncé, donc la réunion a eu lieu, sauf que tel que cela a été annoncé, qu'il va y avoir tellement de monde, que des dispositions qui ont été prises, conviendrait éventuellement à éviter, peut-être un temps soit peu le plus. Donc ces dispositions, tout ce qui a été annoncé, moi je me suis resté sur ma soif.
j'ai pas eu à déceler tout cela, sauf que j'ai remarqué un certain nombre de choses qui, à mon sens, ne permettent pas en réalité de pouvoir parler même de l'émergence Quoi par exemple? Et du développement, par rapport non seulement au niveau de l'organisation, par rapport aux mesures qui ont été prises et par rapport aux réserves également qui ont été observées par certains chefs d'État par rapport à ce document et qui ne comporte pas certaines dispositions positives comme cela a été remarqué. Et moi, ça me laisse vraiment sur ma soif. Donc pour toi, pour chez toi, le résultat il est mitigé, donc tu vois la bouteille à moitié vide. Tout à fait, tout à fait. Je ne vais pas se cacher la face, il faut quand même voir le courage de le dire, que tel que ça a été annoncé, on pensait que vraiment c'était le sommet du siècle. Donc moi je me suis attendu peut-être à voir tellement un sommet outre que ce que nous avons connu de par le passé autant du vieux Yadima avec... Mais ici c'est un sommet extraordinaire qui s'apporte sur un sujet précis, la piraterie maritime. Bon c'est pas forcément un thème qui intéresse tout le monde, il faut le savoir aussi. Au finish on a eu 43 délégations qui étaient là, 17 chefs d'État, 2 premiers ministres, 2 vice-présidents. Et 31 pays ont donc signé la charte. C'est quand même positif pour le Togo. Ben, écoutez, Junior, lorsque vous regardez dans le rétroviseur dans les dernières périodes, dans l'organisation du sommet, vous allez croire que c'est une panacée pour le Togo. Une fois le sommet terminé, c'est le développement du Togo. C'est tout ce qui a été annoncé. Les jeunes vont retrouver à travailler, les bonnes femmes du marché vont vendre et ainsi de suite. Il y a tellement de communication, de tétament dans les oreilles. Et vous ne voyez pas les retombées de ce sommet pour le Togo? Dans les médias, non, je ne pense pas, parce qu'il y a certaines dispositions. Si vous me permettez, je vais revenir là-dessus. Parce qu'en réalité, si on veut parler de ce sommet et les pays qui sont véritablement engagés et qui puissent quand même peser dans la balance pour l'organiser, je dis que lorsqu'on veut parler de la gouvernance, c'est une question de choix. Et sur cette base-là, sur ce principe-là, je dis qu'il y a encore d'autres pays plus nantis qui ont les moyens véritablement pour organiser. Ça me permet peut-être à retourner dans le golfe d'Aden, de l'autre côté au niveau de l'Égypte, au niveau de la Somalie ou Érythrée. Et ça me permet également à revenir au niveau de l'Afrique du Sud et également d'autres États, notamment le Sénégal ou le Ghana, qui aujourd'hui, à mon sens, par rapport à ce dont disposent ces pays-là, peuvent l'organiser. Mais on a passé par tous les moyens pour organiser ce sommet-là. Il y a tellement de non-dits. Et ce qui a fait qu'au finish, le Togo a arraché le sommet. Et n'oubliez pas que ce sommet a été annoncé depuis plus de 2 ans. Donc l'organisation de ce sommet. Et que lorsque vous voyez ces éléments-là et les réserves qui ont été mises par les chefs d'État récemment, notamment, vous prenez le cas de l'Algérie, vous prenez le cas du Maroc, vous prenez le cas du Ghana, le Sénégal, et ainsi de suite. Le Cameroun, vous conviendrez avec moi qu'en réalité, c'est un sommet qui a été organisé et que quelqu'un a qualifié d'une rencontre entre amitié, mais qui a un sens plus diplomatique et plus politique que ce dont on a mais la charte a été signée quand même. La charte, on en dit combien par la charte a été signée, mais il y a eu quand même des réserves sur ces chefs. Je voudrais dire, moi je ne voudrais plus revenir sur l'organisation de ce sommet, mais je voudrais parler de l'impact que cela pourrait y avoir. Vous savez, 90% de nos importations et exportations se font par voie maritime. Ouais. Ce qui veut dire que cela nécessite beaucoup de travail, surtout au niveau de la sécurité. On parle de la sécurité maritime. Ça veut dire simplement qu'on aura besoin de beaucoup de moyens. Donc c'est l'occasion, moi je reviens là-dessus, c'est l'occasion pour les dirigeants africains de revoir leur politique économique. Parce que quoi qu'on dise, le Togo ou l'Afrique tout entière n'a pas de moyens suffisants pour lutter contre l'insécurité sur la mer. Ça, il faut le reconnaître. La preuve, c'est la France qui a voté du bateau, qui a envoyé du bateau l'autre fois, et le ministre français de la Défense est là pour constater visiter la présence du bateau. Exactement. L'économie bleue aujourd'hui est estimée à plus de 1000 milliards de dollars. Donc, avant d'y parvenir, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir assurer la sécurité. Je vais vous donner ce chiffre. Vous savez, prenons 2011. Le budget de l'Union africaine en 2011 s'élevait à 255 millions d'euros. Cette même année, budget de l'Union européenne, 141 milliards d'euros. Union africaine, 255 millions d'euros. Et on sait que ce budget de l'Union africaine est pris par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Exactement. Et l'Union africaine, avec ce budget, a 3 000 fonctionnaires, 54 États. Union européenne, 141 milliards d'euros. 30 000 fonctionnaires de 8 États à l'époque. Et n'oubliez même pas que l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine est financée à 98%
par l'Union européenne. Ça veut dire simplement que les 255 millions d'euros ou le budget global de l'Union africaine ne sert qu'à payer les fonctionnaires africains, les 3000 fonctionnaires. Ça veut dire simplement que les Africains n'ont pas suffisamment de moyens pour lutter contre la piraterie maritime, pour travailler à ce qu'on ait la sécurité suffisante en Afrique. C'est l'occasion pour les dirigeants africains de revoir leur politique. Parce qu'il y a l'État islamique, il y a là le terrorisme qui est là. On n'arrive toujours pas à trouver de solutions favorables ou de solutions qui puissent nous empêcher de lutter contre ou efficacement contre le terrorisme. Je vais vous dire encore pour terminer ce passage. Vous savez, pour lutter contre Boko Haram, les Africains ont fait appel à la communauté internationale. Et je me rappelle qu'en janvier 2015, il y avait Laurent Fabius qui était le chef de la diplomatie française. Il a fait une tournée dans la région des Grands Lacs. Et les Africains, les dirigeants africains l'ont supplié de plaider leur cas devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Pour qu'un fonds soit créé et que tous les pays, la plupart des puissances puissent y mettre de l'argent. La Grande-Bretagne a accepté de mettre de l'argent. Mais l'Union européenne et la France a dit non, on met suffisamment de l'argent aux côtés des Africains pour lutter contre l'insécurité. Mais pour le moment, il faut attendre. C'est pour cela que la force multinationale MIST a été créée et la capitale est en N'Djamena. Cette force qui doit lutter contre le terrorisme en Afrique n'est pas encore opérationnelle parce qu'elle rassemble 8700 hommes. On a besoin d'argent pour lutter. Et les Africains refusent de sortir, et ils tendent toujours la main vers les Européens. Et quand les Européens veulent s'émisser dans leur affaire politique interne aussi, ils ne sont pas d'accord. On aura le temps d'en parler. Malheureusement, on a passé le temps. Bah oui, je vais me répéter la conclusion. Oui, pour dire simplement que vous savez, s'il y a la piraterie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Il y a un rapport des Nations Unies qui a indiqué que la cause principale de la piraterie maritime, c'est la pauvreté. Et il y a des témoignages qui le démontrent. Alors que nous avons la pauvreté. Au Togo, par exemple, il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays. On ne maîtrise pas cette minorité. La population togolaise est pauvre à près de 60%. Quand vous prenez le Gabon, près de 60% de la population gabonaise est pauvre. Vous le savez. Mais le président gabonais Ali Bongo a une fortune estimée à 275 millions de dollars dans les banques européennes. Quand vous voyez l'Angola, le président a une fortune de 31 milliards de dollars dans les banques européennes. Mais sa population est pauvre. Écoutez, il faut que les Africains réfléchissent, qu'ils pensent au pauvre. Parce que du moment où on ne trouvera pas de solution adéquate en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, il y aura toujours des pirates. Parce que les jeunes des ouvriers qui deviennent des pirates, et chaque fois qu'on va les tuer, il y aura d'autres pirates qui feront toujours le boulot. Qui feront toujours le boulot. Il y a des pirates en devenir. Peu importe les mesures de sécurité qu'on peut mettre en branle, il y aura toujours des pirates. Si on ne lutte pas efficacement contre la pauvreté en Afrique et dans le monde. Merci Fumette Kwabo. Un mot. Parce qu'on va parler tout du sommet. On parlera du mouvement des chauffeurs hier. C'est là où je voudrais quand même peut-être faire la ligne. Je pense de décor alors. Le sommet est fini ce matin. Les journalistes, les organes qui ont travaillé pour la communication vont aller prendre leur dû au niveau du siège de la CENI. Et justement le siège du H-Crune, de communiquer passer selon nos infos. Mais les chauffeurs n'ont pas eu cette même chance hier. Ils ont voulu réclamer leur dû, leur salaire, ou bien bon, c'est pas leur rémunération. Ils sont rendus au garage central. Oui. Malheureusement, on leur a tendu une enveloppe de 40 000 francs CFA chacun pour avoir bossé pendant 1 mois et demi. Ils n'ont pas voulu prendre. Il y a eu une grogne là-bas. Et je ne sais pas, vous avez suivi aussi peut-être ce qui s'est passé hier au niveau du garage central, où le directeur en personne a décidé de payer 40 000 francs aux chauffeurs, ce qu'ils n'ont pas compris. Oui, tout à fait. C'est vrai, moi je disais tout à l'heure que c'était vraiment un sommet de trop. Au-delà de tout ce qui peut être à l'origine de ce que nous connaissons au niveau de la maritime et autres, il y a cette volonté délibérée de pouvoir se retrouver, de pouvoir organiser des trucs et de pouvoir dispatcher les sous. Malheureusement, c'est le constat. Parce que quand vous voyez ce qui a été dépensé tout au long de l'organisation de ce sommet, on parle tantôt de 5,5 milliards officiellement, officieusement on parle de 20 milliards aujourd'hui, et que certains nantis se sont retrouvés avec les attributions de services de prestation, et ce qui a été fait dans le cas de ces chauffeurs qui ont eu à officier tout au long de ce sommet 1 mois et demi durant, et que malheureusement d'autres, au moment où d'autres gagnaient 100 000 francs par personne. On a même appris que suivant les kits qui ont été donnés aux délégués, certains délégués se retrouvent par jour 120 €, et que bizarrement ces chauffeurs-là qui ont travaillé, qui ont déployé les moyens pour se faire soigner tout au long du sommet, se retrouvent avec 40 000 francs CFA. Donc, moi je dis que c'est une occasion pour les copains de se retrouver
de se confier les charges et finalement de distribuer l'argent. Malheureusement, c'est le constat. Parce que quand vous prenez par exemple ce sommet dont on venait de faire, quand mon frère, mon confrère Agbo l'a si bien dit. Parce qu'à l'origine, ceux-là qui sont les pirates, qui sont au sommet, qui sont ceux-là qui sont à l'avant-garde de tout ce qui s'organise tout au long sur la mer. C'est les autorités, les rapports en disent long. Vous prenez par exemple le cas du Togo de par le passé, et les rapports ont cité notamment même des officiels. Et comme quoi ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Les rapports, à la base de quoi? À la base du trafic de drogue. Non, là, ici, on parle de la sécurité maritime. Oui, ça passe par où? Ah oui, attention. Allez visiter encore d'autres rapports. Ça passe par votre terrestre aussi. Ah oui, journaliste. Si on parle de la mer, c'est pourquoi j'évoque le cas de la, parce que là, au niveau de la mer, s'opère plus de 80% des opérations économiques. Donc voilà autant d'éléments qu'il faut quand même développer. Et lorsque on parle même du trafic des armes, mais vous conviendrez avec moi que c'est ici au Togo qu'on a publié des rapports et on a retrouvé le nom d'un général dans ce rapport. Donc c'est pour dire tout simplement que pour parler de tous ces problèmes-là, je pense que c'est une question de volonté. Donc si on n'est pas allé sur ce terrain-là, je pense que quelque part, les gens ont créé des occasions pour distribuer de l'argent. Mais ce qui fait mal, depuis quand un colonel qui est à la charge d'une société ou d'une organisation ou d'une structure prend le soin de lui de distribuer des sous aux gens comme cela s'est passé hier. Il n'a pas distribué, il a payé. Ah oui, c'est là où je dis qu'il y a problème. Il n'y a pas un service de comptabilité. Malheureusement, on a passé le temps. Bon, on y reviendra sûrement vendredi. Firmer un mot là-dessus rapidement. Oui, moi je voudrais juste dire simplement que vous savez, quand on parle de la démocratie c'est dans tous les domaines. Hein. Vous savez, la démocratie existe quoi? La transparence, l'obligation de résultats et la réduction des comptes. Normalement, après ce sommet, le gouvernement devrait tenir une conférence pour nous présenter le bilan parce que c'est notre argent. C'est pas trop tard, hein? C'est pas trop tard. Donc, on l'espère peut-être d'ici la semaine prochaine. On l'espère et qu'on vienne nous présenter les chiffres, tout ce qui a été dépensé, les erreurs qu'on a commises. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'humain. Les erreurs qu'on a commises, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On y croit. Mais en ce qui concerne le chauffeur, je pense que ce n'est toujours pas tard. On peut toujours se rattraper. On va parler de la crise au Car. Le Car, on le sait, ce parti traverse une grave crise depuis le mois de novembre 2015. Et donc, encore un communiqué publié par un groupe de présidents, une coordination des présidents fédéraux du parti. Le mandat de l'actuel président du parti, Maître Dodji Apévan, est arrivé à son terme le 17 octobre passé à minuit. Et donc, cette coordination convoque donc par la même occasion une réunion, une rencontre samedi 22 octobre prochain pour élire de nouvelles instances. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, tout à fait. Oui, on a suivi les deux communiqués d'ailleurs, il faut quand même le relever. Oui. En dehors de la coordination qui a fait sortir une autre, comme quoi le mandat du président actuel, Maître Dodji Apévan, est déjà arrivé à terme, donc il faut organiser un congrès. Ça n'a pas été organisé, ça suppose que de folklore. Et il n'est plus qualifié pour quoi que ce soit. Alors que c'est pratiquement le même congrès qui a donné chance également à cette coordination, à ces organes nationaux dont on parle dans l'autre communiqué. Non, c'est pas. Ces présidents fédéraux n'ont pas élus. Les présidents fédéraux n'ont pas été élus au cours du congrès. On parle des organes. Les présidents fédéraux ont été élus en dehors du congrès. Le congrès a élu le bureau du parti. Oui, on parle des organes nationaux. Parce que quand vous lisez les thèmes, on parle des organes nationaux. Et les organes nationaux également ont vu le jour au moment où M. Dodji Apévan aussi était porté. C'est pas évident, je ne sais pas si on se comprend. Alors, un bureau fédéral peut être élu 2005, 2006, 2000, 2011. Alors, ça dépend, ça arrive toutes les fédérations. Non, juste laisse-moi t'expliquer. Oui. Toutes les fédérations n'ont pas été élues le même jour. Le bureau n'a pas été élu le même jour. Alors, chaque fédération organise son congrès, bien son élection quand elle veut, forcément. Moi, je prends les deux communiqués. Je suis prêt de commenter. J'ai lu les deux communiqués aussi, mais mettre un peu moins dans son communiqué qu'il y a parmi ces présidents fédéraux certains qui ont été élus avant 2008. Pas forcément 2008. C'est pas tous qui ont été élus en 2008, mais certains parmi eux ont été élus avant 2008. Et s'il faut appliquer ce qu'ils disent, c'est applicable pour eux également. Voilà ce qu'il a dit dans le communiqué. Voilà, effectivement. Donc il dit qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a lieu, s'il y a un vin aujourd'hui qui doit emporter le bateau, donc c'est tout le monde qui partirait. Donc c'est ce qu'il a dit en substance dans son communiqué. Ce qui veut dire qu'en réalité aujourd'hui, on estime qu'il y a un délai déjà qui est déjà proclos, donc les organes du parti ne sont plus opérationnels. Moi je pense plutôt qu'il faut interroger l'intelligence de la personne humaine. Ceux-là qui ont eu à contribuer dans ce parti depuis des années, de revenir sur terre, de voir dans quelle mesure on peut donner encore une chance de vie au Car, ce parti-là que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais si c'est à travers des communiqués interposés, tantôt c'est Maître Agbo qui a retardé l'alternance politique au Togo, tout le monde sait le rôle qu'il a joué depuis là jusqu'à aujourd'hui. Si de l'autre côté c'est pas parce que Maître Agbo qui refuse d'organiser le congrès parce qu'il a voulu remplir pour une troisième fois, ce qui est contraire
au test. Moi, je dis quelque part, ce sont là des comportements, des déclarations qui ne sont pas de nature à rassurer les militants du cas, à faire en sorte que ce parti-là qu'on a déjà connu, qui aujourd'hui, qu'on le dise ou non, a une chance d'avoir des députés au Parlement. Donc c'est une formation politique, et sur qui on peut également compter dans la vie de la nation dans les jours à venir. Mais si on se cache derrière ces manœuvres pour dire que forcément il faut faire revenir, mettre à Gbagbo la tête du parti, et qu'il n'y a plus d'autres personnes plus huppées pour diriger ce parti, que mettre à Gbagbo et mettre à Pébon, c'est la personne qu'il faut abattre, c'est lui qu'on doit sacrifier. Moi je dis que cette manière de procéder n'est pas la bienvenue. Merci. Primez rapidement, parce que là le temps... Je permettez que j'ajoute quelque chose, Junior Amenounia. Vous savez, dans une des correspondances de Maître Gbagbo, j'ai cru lire en ma qualité de président fondateur du parti. Je me demande ce que ce mot-là cherche là-bas en qualité de président fondateur du parti. Vous savez, c'est un mot qui provoque au fait. Vous savez, quand on parle de la démocratie au Togo, ce sont les maîtres à Gbagbo, les maîtres d'église qui ont vraiment lutté pour la démocratie au Togo. Et je suis en train de comprendre que les Africains ont confondu deux choses. La lutte pour la tenance et la lutte pour la démocratie. C'est-à-dire, en fait, la démocratie, la tenance ne fait pas partie intégrante des règles de la démocratie. La démocratie entraîne la tenance. La démocratie protège la tenance. Parce que quand vous voyez toutes les règles de la démocratie enseignées dans les universités, vous ne verrez jamais la tenance. Je vais vous dire ceci. Vous le dites, bon, je n'ai pas vérifié. Oui, écoutez. Vous savez, si Barack Obama quitte aujourd'hui et il se fait remplacer par Hillary Clinton, on ne parlera pas d'alternance aux États-Unis. Parce que c'est le même régime, c'est le même parti qui est au pouvoir. Ça, je suis d'accord. Vous comprenez? Ouais. Donc c'est comme ça. Donc il faut qu'on sache que la démocratie protège le respect des tests, la démocratie engendre l'alternance. Les maîtres à Gbagbo ont travaillé dur. Ils ont raté une chose. Au départ, ils étaient tous braqués contre Yadema. Ceux-là qui ont travaillé avec les villes de France, ils ont été braqués contre Yadema. Alors que la démocratie ne combat pas les hommes. La démocratie combat des systèmes. S'il fallait, à l'époque, travailler dur pour un suivi fondamental des conclusions de la conférence nationale, je pense qu'aujourd'hui, on aboutirait à un Togo véritablement démocratique. On aurait déjà organisé plein d'élections locales, on aurait déjà démocratisé la plupart de nos institutions, on aurait déjà démocratisé la plupart de nos partis politiques. Le problème qui se pose aujourd'hui au cas, c'est le même problème entre guillemets qui s'est posé entre temps au sein de l'UFC. Oui. C'est le même problème qui va se poser à l'avenir au sein de OBU. Parce que... Non, pour l'instant, on ne le souhaite pas. Non, je suis en train d'analyser. Ah, non, c'est une fiction en fait. C'est une fiction, oui. Je suis en train d'analyser parce que vous savez, les Africains confondent deux choses. Quand vous créez un parti politique, ce n'est plus votre bien. C'est un bien public. Le cas, c'est mon parti. L'UNIS, c'est mon parti. Parce que le parti vit de mon argent. On prélève de ce que je gagne, on prélève de ce que je dépense, on prélève de ce que je consomme. C'est avec ça qu'on nourrit les partis. Parce qu'on parle de financement de partis politiques. Est-ce qu'on en parle? Exactement. Donc ça veut dire simplement que quand vous créez un parti politique, ce n'est plus votre bien. Maître Gbagbo se prend comme le propriétaire du cas. Non, il n'est pas propriétaire du cas. Celui qui est propriétaire du cas, c'est le Togo. Ce sont les Togolais, c'est plus... Non, c'est les militants, c'est pas le Togo. C'est les militants, les sympathisants. Oui, si vous voulez pour le dire. Mais le problème aussi, c'est une seule personne qui finance généralement les partis. Et c'est ça qui crée. Et on les présidents des partis qui deviennent des gourous. Oui, c'est ce qu'il faut chercher à combattre. Il faut qu'on arrive à démocratiser nos partis politiques. Sinon, on irait toujours de désordre en désordre. Et après, on va nous dire des mots durs. Quand on nous disait en 1990 que les Africains n'étaient pas prêts pour la démocratie, on avait pris ça comme des injures. 26 ans après, on a un résultat. Quand on nous a dit que les Africains ne sont pas encore entrés dans les histoires, ils vivent dans un imaginaire. On nous a dit que pourquoi Sarkozy va nous dire que nous sommes dans un imaginaire. Alors que nous sommes dans un imaginaire, nous sommes dans un monde qui... Le comportement le confirme. Sarkozy a dit, dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Ah, avec ça, est-ce qu'il y a eu un espoir pour l'avenir? Merci. Vous savez, il faut qu'on revoie tout ça. Vous savez, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un au sein de... C'est un exemple que je donne. Au sein de OBU, au sein de Adi, qui peut dire, c'est moi qui vais prendre la tête d'OBU? Est-ce que c'est possible? Quand il y aura congrès, il y aura forcément des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous allez voir qui peut dire aujourd'hui, moi je suis capable de remplacer Jean-Pierre Favre à la tête de l'ANC?
ce sont des questions qu'on doit se poser. C'est le moment de penser à démocratiser nos partis, même au sein de l'UNI. Quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, qui peut remplacer Fort à la tête de l'UNI, qui lève le petit doigt et on va comprendre. On va voler 3 minutes sur l'heure de M. Tama pour parler de la rencontre qui a eu lieu samedi par rapport à Thomas Sankara et Tavia Morin. Rencontre organisée par MO5 et une conférence animée par le professeur Magloire Kokovi, donc sur la date de l'assassinat de Thomas Sankara. Rapidement, mot dessus. Oui, c'est pour dire tout simplement que par rapport également à ce qui est dit, que les Africains ne sont pas mieux pour la démocratie, ainsi de suite, pratiquement ça rentre pratiquement dans la lignée. Ceux-là qui ont assassiné Thomas Sankara se sont rendus compte qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a tellement de nouvelles idées pour le développement du Burkina Faso, il n'en veut pas. Aujourd'hui, le constat, là, on l'a assassiné, et le peuple qui demeure toujours l'avant-garde de toute une lutte est toujours debout, et aujourd'hui, le résultat est là. Donc je pense que Thomas Sankara, c'est une mémoire qu'on doit quand même saluer. Les mêmes qui ont sacrifié ce monsieur-là de par le passé, c'était pratiquement les mêmes qui sont intervenus dans le débat politique dans ce pays en 1963, et ça ne suffisait pas. Ce sont les mêmes qui, par leur coup tordu, ont obligé le système actuel à venir s'imposer par sa suprématie à ce régime pour reprendre les mains. Donc je dis que c'est un combat perpétuel. Lorsque vous vivez dans un système politico-cranique et militaro, donc je pense qu'il faut chercher à avoir les moyens pour en découdre. Là, ça revient également à ces peuples de pouvoir prendre leur destin en main, de pouvoir s'imposer pour dire véritablement que le destin, avant tout, se repose sur nos forces, nos capacités à vouloir changer les choses. Merci, Justin. Rapidement, Fimette Kwabo. Thomas Sankara, c'est un homme 30 secondes. Thomas Sankara, c'est un président que nous respectons beaucoup, paix à son âme, mais ce que moi je voudrais déplorer, ils avaient des idées extraordinaires pour développer notre continent, mais ce que moi je regrette, c'est qu'ils étaient trop pressés, ils ne maîtrisaient pas... Sankara, Morin, Sankara, Morin, Olympio, ils ne maîtrisaient pas fondamentalement les contours de la géopolitique. Ils ne pouvaient pas construire leur pays sans les autres, sans l'Occident, ce n'est pas possible. Vous savez, aucun pays ne peut aujourd'hui chercher à vivre en autarcie, ce n'est pas possible. Vous savez, quand vous rentrez dans le circuit mondial, vous restreignez une partie de votre souveraineté. Aujourd'hui, les États-Unis constituent la première puissance du monde, mais il y a des décisions avant que les États-Unis... C'est la Chine. Avant que on y reviendra. Avant que les États-Unis, il y a des décisions avant que les États-Unis les prennent, doivent consulter fondamentalement la France, obligatoirement. Ça veut dire que vous perdez une partie de votre souveraineté. Vous savez, quand on a interrogé Hillary Clinton a dit simplement, moi, l'une des personnes que je préfère le plus au monde, c'est Angela Merkel. Ça veut dire les candidats américains font des yeux doux aux puissants européens pour avoir leur bénédiction. Parce que sans l'Europe, il serait difficile d'être élu à la Maison-Blanche. Merci Fimette Kwabo, merci Justin Nani. On reviendra bien sûr sur ce sujet avec le professeur Magloire Kokovi qu'on va recevoir dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une pause. Derrière la pause, notre invité politique de ce matin, M. Jerry Tama, le président du NET. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, Jerry Tama, il est le président du NEF, nouvel engagement Togolais. Bonjour. Bonjour. Et ça fait plaisir de vous recevoir pour la seconde fois dans ce studio. C'est toujours un grand plaisir. Je vous suis régulièrement et c'est toujours un grand plaisir de se retrouver de l'autre côté de la caméra. Donc bonjour à toutes les fidèles auditrices, téléspectatrices et à tous les fidèles téléspectateurs. Alors Jerry Tama, on vous voit ces temps-ci, vous êtes très actif sur le terrain de l'agriculture, vous êtes devenu un agriculteur moderne, on voit tout le temps dans vos fermes là-bas, dans le Felgou. Bon, le parti, vous voulez laisser la politique ou bien quoi? Non, du tout. Mais en fait, vous savez, il y a à la limite deux types de politiciens dans notre pays. Il y a les politiciens qui en ont fait un métier
Et il y a des politiciens qui le font par passion et par envie de servir leur pays. Je fais partie de cette deuxième catégorie. Donc il y a un temps pour faire la politique et il y a un temps aussi pour travailler, pour nourrir d'abord sa famille, pour créer des emplois, parce que c'est dans cette logique-là. Et puis éventuellement aussi pour servir le Togo, parce qu'on peut servir le Togo de diverses façons, soit par l'entrepreneuriat dans lequel je suis, ou par l'agriculture dans lequel je suis, et par la politique aussi où je suis très engagé. Mais dans 2 ans, les législatives, si vous passez tout votre temps au champ, quand vous aurez l'occasion pour aller voir vos militaires, les sensibiliser, les préparer à aller aux législatives, puisque sûrement le NED va vouloir avoir un député à l'Assemblée au moins. Il se trouve que la plupart de nos électeurs sont dans les champs. Nous avons une population à 60% qui est rurale, donc à la limite, si ça se trouve, la meilleure façon de préparer une élection législative dans notre pays, c'est justement de sillonner les contrées les plus reculées de notre pays. Prendre la mesure de la difficulté que vivent surtout ces populations défavorisées, et puis essayer, sans aucun doute, quand le moment viendra, j'espère d'ailleurs qu'on fera les locales avant les législatives, quand le moment viendra, peut-être être celui qui porte mieux la voix de ces 100 voix-là qui sont dans nos maisons, dans nos champs, dans nos villages. Faire les locales, faire les législatives, mais il va falloir que les moyens soient bien pour ceux qui vont participer à ces élections, puisqu'on le voit, l'opposition dit tout le temps que les moyens ne sont pas bien remplis, les conditions ne sont pas bien remplies pour de bonnes élections, et depuis lors, vous ne faites rien pour créer ces conditions, améliorer bien ces bonnes conditions pour qu'il y ait de bonnes élections. Non, en réalité, vous savez, nous sommes sortis d'une élection législative, donc présidentielle 2015, où chaque parti a fait son bilan, le NET a fait son bilan, a fait ressortir les insuffisances dans notre système, qui sont de 3 niveaux. D'abord au niveau de notre code électoral, secondo au niveau même de l'organisation de notre société, parce que nous sommes dans un pays où vous faites une élection où il y a un parti ou bien certains partis qui ont des moyens dont on ne peut pas assurer la traçabilité de ces moyens-là. Donc, c'est un problème qui est récurrent et qu'on retrouve tout le temps. On a plafonné les dépenses en termes pour les élections législatives comme les élections présidentielles, mais nous ne sommes pas en mesure d'avoir une traçabilité. Et le troisième frein, il est beaucoup plus au niveau du citoyen togolais. Parce que c'est vrai, on peut avoir un très bon code électoral, on peut réussir à mettre en place un système coercitif pour mieux contrôler les dépenses électorales, mais si nous n'avons pas un citoyen qui comprend les enjeux d'une élection et qui se laisse beaucoup plus, on le dit, je l'ai vu sur le terrain, qui se laisse beaucoup plus happer par des considérations, qu'elles soient pécuniaires, régionalistes, ethniques et ainsi de suite, il est évident que le jeu démocratique est faussé. Justement, quelle analyse faites-vous de la gestion du pays aujourd'hui, après 2015? Mais nous sommes dans un pays où le taux de pauvreté culmine autour de 56-58%. Pour un pays qui a plus de ressources que ses voisins, dont les taux de pauvreté sont en nette régression, il est évident qu'on a un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance-là, c'est quoi? C'est que nous avons un pays qui, sur le plan macroéconomique, fait des progressions importantes, 5-6%. Mais cette progression, cette croissance économique n'est pas inclusive et ne profite pas aux populations. Donc aujourd'hui, moi je dis, je ne veux pas rester dans des incantations. Prenons les chiffres que nous publient la plupart du temps même les organes de l'État. Nous sommes dans un pays où le taux de chômage et de sous-emploi tourne autour de 30%. C'est le CUB qui le dit, c'est pas nous. C'est les enquêtes statistiques qui le disent. Donc nous sommes dans un pays où le taux de chômage et de sous-emploi culmine au-delà de 30%. Donc ça veut dire qu'on a un problème de gestion du pays, de redistribution du pays, mais pas uniquement de redistribution. Parce que quand on parle de la redistribution des richesses. Non, c'est pour ça, moi je ne veux pas parler de redistribution des richesses, parce qu'on rentre dans l'assistanat. Parce que quand on dit redistribution, c'est un peu comme, ok, ce qu'on a, on va nous aligner. Non, c'est pas forcément ça, mais c'est de créer de l'emploi par exemple, c'est pour ça que je parle de gouvernance. La gouvernance doit permettre, dans un premier temps, d'avoir ce qu'on appelle les effets pour la proactivité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir savoir que, tiens, toutes les années, par exemple, dans notre pays, on a 110 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 110 000 jeunes? Ça, c'est de la proactivité. C'est de la prospective plutôt. Donc, disons que qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien, mais qui n'ont pas les moyens, le crédit pour pouvoir développer leur activité et puis pouvoir embaucher. Qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises-là? C'est pour ça que je parle de la gouvernance au lieu de parler de la redistribution. Même s'il est évident que nous sommes dans une société qui a une pyramide très effilée, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui profitent réellement des richesses de ce pays sont
représente peut-être le 1/1000 de la population togolaise, voire plus, j'en sais rien. Mais du fait qu'il n'y a pas pas de redistribution, du fait que la pyramide n'est pas ce qu'on appelle les cadres et la classe moyenne ne soient pas gonflés, parce que c'est eux qui font vivre une économie, ce qui fait que nous avons une population togolaise qui est aujourd'hui démunie, qui continue, et ça toutes les années, ça fait maintenant près de 5 ans où des sondages internationaux continuent à placer le pays parmi les pays où les gens se sentent le plus pauvres au monde. Je ne dis pas qu'ils sont les plus pauvres, mais les gens se sentent le plus pauvres. C'est-à-dire qu'il y a un ressenti. C'est-à-dire qu'au-delà peut-être même du fait que par exemple on a un indice de développement humain qui est légèrement plus intéressant que d'autres pays, les Togolais se sentent complètement démunis, les Togolais se sentent pauvres, miséreux, parce qu'il n'y a pas encore... À qui la faute? À la gérance du pays. Au gouvernement? Au gouvernement. Aujourd'hui nous sommes... Et je vais peut-être prendre un exemple, c'est les conclusions de l'atelier du HCOM que nous avons fait. Quelle a été la principale conclusion? C'est que les réformes dans ce pays, si elles peuvent être faites, elles peuvent être faites que par l'exécutif. Donc ça veut dire que parce que nous sommes justement dans un régime présidentialiste. Dans un régime présidentialiste... Officiellement, c'est un régime semi-présidentiel. Oui, c'est pour ça que nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime où toutes les choses, toutes les actions tournent autour de l'exécutif. En mots clairs, tournent autour du président de la République. Donc ça veut dire que quand c'est bon, c'est lui, quand c'est mauvais, c'est lui. Il n'y a pas un partage de responsabilité. Nous sommes dans un régime où le président de la République a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Mais une majorité où, malheureusement, ça fait partie des pratiques démocratiques, notre Assemblée n'est pas une assemblée de critique, mais c'est une assemblée d'arguments. Donc, suivre le gouvernement, vous le pensez? Bien sûr. Donc du coup, dans ce régime présidentialiste-là, quand c'est bon, c'est à l'actif du chef de l'État. Et quand c'est mauvais, malheureusement pour le moment, c'est pas très bon. Mais c'est à l'actif du chef de l'État. Maintenant, après, peut-être un peu ma différence sur la question que vous m'avez posée, c'est que moi je considère que, au-delà de tout, nous devons pouvoir, ensemble, opposition et pouvoir, trouver des points, en dehors des points politiques qui sont des points parfois très crispants et qui divisent nos opinions. Nous allons pouvoir trouver des points sur lesquels on peut discuter ensemble et voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays... Des points de convergence. Des points de convergence qui peuvent ne pas être des points uniquement clivants, comme les points concernant les réformes et tout ça, mais on doit pouvoir avoir des points de convergence. Il y a quelques années, lors des échanges de vœux, nous avions rencontré, moi je le fais toujours parce que je trouve que c'est un acte républicain, nous avions souhaité, nous avions dit au président qu'il pourrait être intéressant que dans l'année, une ou deux fois, il puisse rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, que ce soit lors d'un dîner, d'un truc, tout ça, ou bien même d'une réunion, pour échanger sur les faits de la société. Parce que c'est très important. On peut ne pas être d'accord sur des questions politiques, mais il est important que, quand vous considérez les 58% de population togolaise qui sont en bas du seuil de pauvreté, il est important que nous, les acteurs politiques, parce qu'il faut aussi être honnête, la plupart des acteurs politiques mangent à leur faim. Ils ont plutôt... Et c'est la masse qui voilà, le diable à la queue. Il faut que de temps en temps, que ces acteurs politiques-là puissent se retrouver avec le chef de l'État, avec, on va dire entre guillemets, l'élite du pays, pour réfléchir au développement, pour ceux qui veulent. Sur cette question, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était partant, mais bon, pour le moment, je pense qu'on attend encore. Directement, avec votre entreprise, vous arrivez à créer combien d'emplois et avec votre projet agricole? Aujourd'hui, la ferme école de Ouaré utilise 15 personnes en permanent. Et depuis maintenant 4 ans qu'on est là, je pense qu'on a employé peut-être 200, 300 personnes en saisonnier. C'est-à-dire ceux qui viennent travailler lorsqu'on a besoin de façon périodique. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'est pas... mais peut-être si on est 30 ou 40 ou 50 personnes à le faire, ça peut multiplier. Il y a un sérieux problème avec l'entrepreneuriat au Togo, c'est que d'une part, les Togolais n'ont pas vraiment l'esprit d'entreprise. Et on le remarque, il y a des gens qui viennent au Togo, se font vraiment de l'argent et repartent. Mais le problème, c'est les banques, il n'y a pas de financement. Non, mais c'est... Quand il n'y a pas les conditions qui sont là, ben comment les gens peuvent faire des entreprises? À partir du moment où vous pouvez des prêts, c'est compliqué d'avoir des prêts au niveau des banques. C'est pas aussi simple. C'est que quand vous approchez des banques, la grosse question qui se pose, c'est la question, c'est même pas la question de garantie, c'est la question de confiance. C'est-à-dire que le banquier ne vous fait un crédit que s'il a confiance d'une part votre projet et même en vous qui lui présentez le projet. Généralement, il ne faut pas le projet, il voit la personne. Malheureusement, c'est que nous sommes dans un pays où, c'est pour ça que je vous parlais de la pyramide, c'est que les gens qui ont les moyens, ce n'est pas les gens qui entreprennent.
parce qu'ils trouvent leurs ressources d'autres ailleurs que par l'entrepreneuriat. Donc du coup, vous vous retrouvez... des détournements et autres. Bon, maintenant, après tout ce que vous voulez, vous vous retrouvez dans un système où les jeunes, les gens qui ont vraiment envie d'entreprendre, n'ont pas la garantie. Au Togo, c'est quoi? La garantie, c'est la garantie le terrain. Ouais. Mais combien de personnes? Parce que le lotissement d'abord. Finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si vous avez l'argent, vous avez le choix entre dire, ok, ben pourquoi je ne prendrais pas cet argent-là pour investir dans ma société? Parce qu'il faut prendre cet argent-là, aller acheter un terrain, le lotir, avoir le titre foncier. D'abord, c'est déjà un parcours du combattant. Et maintenant, c'est quand vous avez fait le titre foncier dont vous avez dépensé 2 millions, que vous allez prendre maintenant ce terrain pour aller garantir un prêt. Donc c'est un peu le problème du serpent qui se mord la queue. Il y a des initiatives qui sont là, il y a la NPGF qui est là. Parfois aussi je dis que nous les Togolais on se plaint, mais on ne prend pas encore suffisamment en compte les dispositions qui est là. Il y a la NPGF qui est un organe de garantie des finances. Nous avons le FAEJ pour les jeunes. J'ai des critiques vis-à-vis du FAEJ, mais ça a le mérite d'exister. Vous avez le ministère de l'Agriculture, vous avez le ministère du Développement à la base, vous avez la NPE qui fait un très bon travail. Aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment. Peut-être qu'il faudra l'inviter pour qu'il vienne nous parler de... Ou bien vous l'avez déjà fait, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'au-delà des critiques que nous disons, il y a quelques passerelles qui existent. Il faut d'abord que la confiance revienne entre nos Togolais. C'est-à-dire, on est arrivé à un tel moment où il n'y a plus de confiance. Et l'absence de confiance fait qu'il y a une telle grande méfiance. Moi, je vous le dis, je suis président d'un parti politique, je suis de l'opposition. On peut l'accepter, ne pas l'accepter, mais je dépose parfois, mais j'achète parfois des dossiers pour des appels d'offres. Et peut-être une fois sur 5, j'arrive à gagner quand même un appel d'offres. Mais parfois, on vous dira, avant même que vous n'allez déposer, on dit, bon écoute, tu sais, toi tu passes sur les médias, peut-être on va le faire aujourd'hui. Tu parles mal du système, donc n'espère même pas avoir le truc. Donc voilà, c'est un peu ce manque de confiance. Vous permettez qu'on évolue. Alors vous venez de le dire, vous êtes de l'opposition, mais vous tirez plus sur cette opposition que plus sur le pouvoir. Non. Comment le comprendre? On vous a vu encore ces derniers jours, faire de sorties des communiqués, vous avez tiré sur le colloque de Campemine 2015, vous avez tiré sur Mme Isabelle Megambi. Alors qu'est-ce qui explique tout ceci là? Non, je vais expliquer une chose. Vous savez, en 2012, quand on est entré en politique, notre leitmotiv était de faire la politique autrement. Et faire la politique autrement, c'est tirer quelque part les leçons de nos erreurs. Quand je dis les erreurs, c'est que de ce que l'ensemble de la classe politique, puisque nous nous alignons sur l'opposition, a commis jusqu'à ce jour. Et donc, partant, nous ne nous mettons pas dans une logique où, si nos confrères qui sont de l'opposition avec nous font des choses qui nous paraissent pas correctes, que nous disons que comme nous sommes de l'opposition, on n'en parlera pas. Aujourd'hui, vous avez même suivi notre campagne, et que ce soit en 2013 ou en 2015, c'est que nous sommes sans aucun doute, et là nous le martelons, aujourd'hui je vous dis, nous avons 58% de taux de pauvreté dans notre pays, et la faute incombe à ceux qui sont qui gouvernent le pays depuis 50 ans. Mais quand on a fini de dire ça, il faut dire, mais pourquoi depuis 25 ans, dans un pays où il y a 58% de taux de pauvreté, pourquoi est-ce que l'opposition n'arrive pas à réaliser la tendance? Maintenant, il nous revient, et c'est très important de pouvoir dire à nos camarades de l'opposition, ah ben non, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à faire ces erreurs-là. Maintenant, revenons sur les différentes polémiques. Moi, j'ai eu la surprise, il y a de cela un mois, de lire des propos qui ont été tenus par un responsable politique d'un parti frère. Je vais dire nous rabaissons, on va dire, parce qu'on a eu une comparaison assez maladroite, il faut avoir le courage de le dire, parce que dans ces propos, on essayait d'expliquer que on avait un super champion dans notre pays, qui était le président d'un parti politique, et que ce super champion... Vous parlez de Jean-Pierre Fabre? Bien entendu. Donc ce super champion-là n'avait en aucune façon à se comparer ni à Gogué, à Djeritama, à Baskaboa, à Boyeme Kodjo, à Boyibo, ainsi de suite. C'était des propos maladroits. Est-ce que vous avez interprété des propos bien, c'est ce que la personne voulait dire? Non, bien entendu. Moi, je suis pas quelqu'un qui réagit à chaud sur les choses. Donc j'ai pris le temps d'abord de remonter à l'information. Et après avoir fait plusieurs recoupements qui m'ont confirmé la véracité des propos, j'ai fait un droit de réponse, en mettant toujours ce que je pense, la courtoisie qu'il faut. Mais ces propos étaient tenus sur les réseaux sociaux, dans un groupe WhatsApp, et c'est à quelques lignes seulement, mais vous l'avez amplifié au point d'en faire un événement. J'ai utilisé un réseau social aussi qui était Facebook, par rapport à un réseau social WhatsApp qui a servi de vecteur à la première communication, et j'ai fait un droit de réponse. Maintenant, après, les médias que vous êtes libres de faire l'exploitation que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où
les réseaux sociaux et les médias sociaux permettent l'immédiateté de la réponse et surtout permettent de s'exprimer sans forcément organiser une conférence de presse comme on le faisait. Il y a d'autres responsables politiques qui ont préféré faire des communiqués de presse. Mais moi, j'ai considéré que c'était un truc de mano à mano et j'ai fait un droit de réponse. Dans le droit de réponse, bien entendu, quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de vous défendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai usé de mon droit de défense et j'ai reprécisé les choses. En réalité, c'est pas. Moi, je pense qu'on n'est pas plutôt dans. On fait pas une bataille de chiffonniers. Je rappelle les propos de la personne en question qui a dit bon, Jean-Pierre Fabre n'est pas comme les Abbas Kawa, les Jerry Tama ou bien les Gogé. Non, la personne, en fait, ce qui a été dit, c'est qu'il y a une rumeur qui courait. Qu'on devait nommer monsieur l'entrée de Lanson à la primature. Et donc, la personne, sur les propos, disait genre, les vendus, c'est ce qu'on a cité là, parce que l'ANC ne faisait pas partie des gens qui peuvent, et j'aimerais bien qu'on m'amène la projet, jamais été dans aucun gouvernement, qui sont susceptibles d'être présents soit tout bien susceptibles de travailler. Le droit de réponse que j'ai eu à faire, j'ai mis 3 points sur ce droit de réponse. Primo, j'ai expliqué que, vous savez, il y a quelque chose qui se fait, qui est malheureux dans notre pays, et qu'il y a de bons opposants et de mauvais opposants. Il y a de très bons opposants et de mauvais opposants. Quand vous allez à un concours où c'est la première place qui est recherchée, entre le deuxième et le dernier, il n'y a pas de différence. C'est la même sensation. Il n'y a pas de différence. Quand vous allez, sauf pour les gens qui font de la politique une carrière. Moi, je suis pas, ma carrière n'est pas politique. Voilà, monsieur Tama. Non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît, le droit de réponse que j'ai précisé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que j'ai précisé, c'est que vous savez, en 2014, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, que nous considérons aujourd'hui que s'il y a des réformes qui peuvent se faire, elles sont du ressort du président de la République. Là, nous sommes tous d'accord. Mais au-delà, en 2014, nous avons une situation exceptionnelle. Une situation exceptionnelle qui provenait de l'action de beaucoup de les diplomates, les religieux, la société civile, même vous les journalistes, vous avez mis suffisamment la pression en disant « Ah, il faut absolument qu'on fasse les réformes avant 2015, avant les élections auxquelles j'ai participé. » Et beaucoup de choses ont avancé au dernier moment. Nous avons une autre chef de file de l'opposition qui a dit non. Nous disions qu'il fallait faire une concession, quitte à avoir ces réformes-là, et que ça fasse date dans l'histoire. En réalité, notre chef de l'opposition a dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Il a dit. Ils ont donné leur position. Je suis un acteur politique. À l'époque, j'étais nous aussi, nous sommes journalistes, nous suivons l'actualité. Ce que je veux dire, c'est que je suis un acteur politique. À l'époque, j'étais en CAP 2015. Et je dis, maintenant, en paraphrasant, qu'il y a eu un veto qui a dit non. Quel que soit. Donc c'est une information que vous donnez aujourd'hui. Maintenant après, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est pas la première fois que d'autres personnes en parlent qui étaient dans le même truc. Donc il y a eu un veto en disant non, on ne fait pas. Aujourd'hui, tout en reconnaissant qu'on peut faire la réforme demain si M. Fogna Singbe le décide, mais nous avions une occasion que nous avons ratée. Parce que nous sommes. La politique, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement togolais, ou bien le président togolais n'est pas décrié comme Nkurunziza ou bien d'autres présidents qui ont eu un troisième ou un quatrième mandat? C'est parce qu'en fait, notre constitution ne fait pas de limitation. Donc, nous avons ouvert la voie à une légalité, mais que nous avions à la limite la chance de pouvoir régler en 2014, non pas uniquement de notre seule action, mais du fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont intervenu. Donc voilà, c'est les éléments du droit de réponse. Je ne vais pas rentrer dans d'autres choses. Les gens peuvent aller sur ma page, lire le droit de réponse. Mais il faut comprendre que si nous passons notre temps en tant qu'acteur politique à se tirer la bourre, comme on le dit, chacun va. Vous avez tiré également sur le colloque sur l'alternance en Afrique. Mais vous êtes pour l'alternance? Non, au fait, non. Il faut faire une différence entre donner une opinion et tirer sur quelqu'un. L'opinion, c'est quand vous critiquez la chose aussi, on peut dire vous tirez la chose. C'est-à-dire que, vous savez, il y a eu des propos de responsables politiques qui ont dit que ce sommet-là, j'espère qu'on va en parler quand même un peu. On va en parler brièvement, parce que le temps passe. Ce sommet-là, en fait, absolument ne rapporte rien au pays. Et que, en réalité, ceux qui participent, c'est des gens qui participent à c'est la fameuse minorité. Vous comprenez? J'ai donné une opinion en expliquant que je trouve, et c'est ce que j'ai exprimé, que je trouve qu'il aurait été élégant qu'on puisse organiser le sommet ou bien le colloque, que ce soit une semaine plus tard ou une semaine plus tôt, pour tout simplement s'assurer que si je l'organise une semaine plus tôt et que j'invite ceux qui sont en train d'organiser le sommet,
Ben, l'élégance républicaine voudra qu'ils participent au mien pour que moi je puisse aussi participer à leur ou vice-versa. Ça fait partie des éléments que j'ai mis devant. En disant que, vous savez, pour moi, le sommet n'est pas celui de Faure Gnassingbé, ce n'est pas celui du gouvernement togolais. Une fois que nous avons reçu l'accord de l'Union africaine et que l'ensemble de la communauté internationale nous a donné son veto pour qu'on puisse organiser ce sommet devient le sommet du Togo. Et partant, étant togolais, je rentre pas dans les considérations opposition, partant, nous devons, pour la semaine ou bien les quelques jours où pense tout le sommet, montrer une cohérence dans notre action. Pour moi, en fait, c'est pour ça, moi, mon engagement politique, je veux avoir cette cohérence-là. Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas apprécié le fait que CAP 2015 ait programmé son sommet sur la semaine, son projet sur la semaine du sommet. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai donné mon opinion, disant que ça aurait été extrêmement élégant par rapport à l'internationalité du sommet sur la sécurité maritime, qu'on puisse faire un décalage. C'est vrai, on a le droit d'organiser un compte sommet, rien n'empêche. Mais celui-ci a été organisé le lundi, mardi, or le sommet a eu le samedi, donc 5 jours plus tard. On n'a pas eu le samedi, le sommet. Le vrai a fait le sommet. Après, le calendrier du sommet commençait le lundi et finissait le samedi. C'est ce que j'ai dit que, mais c'est une opinion, elle n'est pas forcément, c'est-à-dire que j'ai encore, et Dieu merci, le droit de pouvoir exprimer une opinion. Mais cette opinion, elle est venue encore, et ça s'appelle les plaies, les divisions de l'opposition. Après, vous savez, les divisions de l'opposition, elles ne datent pas de 2015, elles ne datent pas de 2000, elles ont commencé depuis le début de la lutte des forces démocratiques, depuis 91 que les divisions de l'opposition, je vous ai écouté tout à l'heure parler du cas, et les éclatements, les regroupements, les scissions, mais il n'y a pas eu, on n'a pas attendu Jerry Tama ou bien je ne sais pas quel autre parti pour parler de scission. Aujourd'hui, quand vous regardez, même à la limite, mais moi j'ai fait partie ce que nous avons appelé le conclave. Quand vous regardez des oppositions qui sont très franches entre certains partis, et où vous entendez certains leaders de partis politiques vous dire, de toute façon nous on sait qu'on ne va jamais travailler avec ceux-là, après on fait énormément d'hypocrisie dans notre chose. Aujourd'hui, moi l'approche politique que j'ai, je considère que quand un parti se sent fort, qu'il puisse aller tout seul conquérir l'électorat, comme ça se fait dans beaucoup de pays. On peut avoir un pays... Vous êtes contre le regroupement? Non, les coalitions. Ça sert à rien. Ça finit les regroupements. Non, c'est fini. On peut faire des regroupements ad hoc, comme le Gabon l'a démontré. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il faut avoir une hauteur d'esprit. Et ici, il y a trop de clivages. Il y a trop de clivages. C'est pas un coup de scoop. Prenez l'ANC et le CAR. C'est parce qu'à un moment donné, le pouvoir essaie de jouer sur... Non, en fait, en réalité, le pouvoir l'opposition n'a vraiment jamais eu besoin du pouvoir pour se saborder. C'est une question d'idéologie politique. C'est une question de... Le CAR, c'est un parti libéral, l'ANC non, ça n'a absolument rien à voir. Quand on rentre dans une lutte, on doit pouvoir regarder l'objectif qu'on a. Mais vous avez, et pour l'expérience que j'ai faite depuis 4 ans, vous avez des partis qui ont des oppositions d'hommes, que parfois même qui ont des oppositions même de région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des causes sont lointaines alors. Je ne sais pas s'il y a des Wachi ici ou bien des gains ici. Moi, je suis j'ai jamais compris l'opposition ferme qu'il y a par exemple entre l'obédience Wachi qui est dans le cas et l'obédience gain qui est dans la NCC. Parfois, moi qui suis Kabialoso, parfois je regarde et dis, mais tiens, les gens qui parlent les langues un peu voisines, mais qui se repoussent même plus que moi, le gars du Nord. Donc, comprenez? Donc, les luttes, le problème il est plus profond. Et pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux aller dans une légitimité populaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur des regroupements, moi j'ai fait une élection, j'ai eu 1%. Donc à la limite, on peut se dire... Vous connaissez votre vraie force? Oui, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de moi. Je veux, par exemple, que demain, le parti qui pense qu'il a 30%, et malheureusement, ça fait beaucoup trop d'années qu'on stagne, le parti qui a 30%, normalement, doit pouvoir profiter peut-être de la situation, du marasme économique et trucs qu'il y a dans notre société pour pouvoir avoir 50%. On va dire un mot sur le sommet, le temps est parti, parce que la chaîne volée en 2 minutes là. Alors, le sommet vient de s'achever, vous l'avez suivi. Quelles sont les retombées pour notre pays? Les conclusions de la charte a été signée également? La charte a été signée, c'est une bonne chose. Je pense que ça va faire date qu'on a une charte de Lomé comme on avait les accords de Lomé par le passé. Il faut savoir que dans l'année, dans le monde, des sommets comme celui du Togo, il y en a une trentaine, une quarantaine. C'est-à-dire que la diplomatie, moi je dis souvent la diplomatie est l'art de brasser du vide. C'est-à-dire qu'on a fait COP 21. Quelles sont les retombées de COP 21 à ce jour? Donc, sur le plan diplomatique, les nations ont décidé de se retrouver régulièrement pour traiter de problèmes
la charte de Lomé, même quand elle va être ratifiée, ne va pas supprimer subitement la piraterie maritime. Et la piraterie maritime a été vaincue dans le golfe d'Aden parce que les puissances ont mis les moyens militaires pour l'éradiquer. Pour le moment, l'Afrique n'a pas encore ces moyens-là. Donc, c'est un début de dire il faut conscientiser, il faut appeler que Tchéné, on a 90% de notre économie qui dépend, notre économie dépend de la mer et qu'on a 90% de du commerce qui passe par la mer. Il faut protéger cette mer-là, il faut protéger les ressources, les écosystèmes maritimes. Donc, c'est une bonne chose, mais après, ce n'est que la partie visible de l'iceberg qui vient d'être fait, le grand travail derrière, et ça, tout le monde le dit. Moi, vous savez, j'ai été parmi ceux qui ont critiqué au départ ce sommet. Parce que, malheureusement, le sommet intervient au moment où la menace de la piraterie a diminué. Cette année, en 2016, là, nous sommes à moins de 40 attaques. Dans le monde, je ne parle même pas de trucs, moins de 40 attaques en Afrique plutôt, alors que en 2012, on avait près de 450 par an dans le golfe d'Aden. En 2014-2015, il y avait 398 attaques. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un truc où c'est en train de baisser, sérieusement. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, mais pourquoi est-ce que vous mettez un truc sur la piraterie maritime? Mais après, maintenant, souffrez aussi que chaque pays fasse le choix de son domaine de prédilection. Le Togo en parle en eau profonde, le Togo veut devenir le Singapour africain. Il est évident que pour pouvoir devenir le Singapour africain, nous devons être à l'avant-garde de la sécurité sur les mers. Parce que c'est ça qui va nous assurer que les gens, quand la nuit vous sortez, vous voyez que la plage, notre plage est comme une ville flottante. Avec des bateaux, des centaines de bateaux qui doivent qui viennent aller à Tema et qui viennent caboter à Lomé. C'est parce que nous avons quelque chose. Et donc, là, ça rentre dans un choix, ça rentre dans le choix du président de la République de faire de l'économie bleue une priorité. Maintenant, après, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter, mais si ça marche, ça profite à l'ensemble du Togo. Alors, merci, M. Jerry Tama. Je rappelle que M. Jerry Tama est le président du NET. L'émission tire à sa fin. Votre mot de fin, ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. Non, mais moi, j'ai deux choses seulement à dire. Je dis, il faut que... Non, une chose, pas deux. Il faut que la confiance revienne entre Togolais. C'est-à-dire, en réalité, quel que soit ce que vous faites, si vous le faites pour le Togo, ça profite à notre Togolais. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes étudiant, tout ça. Ce que vous faites dans la journée profite indirectement à notre Togolais. Donc il faut qu'on rentre sur la confiance. Malheureusement, au Togo, on met toutes nos difficultés sur les questions politiques. Et donc il est temps aussi que le président de la République et tous les acteurs règlent définitivement ces histoires de réforme pour qu'on n'en parle plus, pour s'occuper réellement des problèmes de développement. Parce que à plus de 50% de taux de pauvreté, c'est pas bon pour un pays qui a envie de devenir un pays émergent. Mesdames, Messieurs, Docteur, le numéro 90, Sacha Vinci. Merci pour votre fidélité, merci à nos amis de la diaspora. Merci pour vous qui avez suivi sur City FM 89.9 MHz. Merci à Firmet Ekouagbo, pour la brillante analyse. Merci à mon ami Justin Nani. Mesdames, Messieurs, si vous nous suivez actuellement le matin à 10h-11h, vous sachez que nous sommes en direct. Si c'est le soir, 22h30, c'est la rediffusion. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien.